vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment amener les citoyens de demain à s'intéresser à la planification écologique? Après les annonces d'Emmanuel Macron ce lundi, se dessine un plan d'action pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, quels enjeux écologiques pour ceux qui vivront cet avenir? On en parle avec notre invité. Tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins, notamment lorsqu'il s'agit de jouer ou de développer leurs capacités. Une collection ludique quasi sur mesure, c'est le sujet de notre bon point du jour. Vous retrouverez Malika Ménard bien sûr dans Souvenir d'écolier, mais tout de suite place à Loïc Landreau pour faire le point sur l'actualité éducation du jour. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Cet après-midi, le gouvernement a officiellement présenté son plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. 100% prévention, 100% action et 100% réaction. Ce sont les maîtres mots de cette série de mesures révélées par Elisabeth Borne. Elle était entourée pour l'occasion de 6 ministres, de l'éducation nationale bien sûr, mais aussi de la justice, de l'intérieur, de la jeunesse et des sports entre autres. Et c'est un plan qui se découpe en 3 volets. D'abord, la lutte contre le cyberharcèlement, avec l'interdiction pour les moins de 15 ans de s'inscrire sur les réseaux sociaux sans l'accord de leurs parents, associé à un meilleur contrôle de l'âge en ligne. Les mineurs reconnus coupables de malveillance sur Internet seront exclus des réseaux sociaux pendant 6 mois ou 1 an en cas de récidive. Pour les cas les plus graves, le téléphone portable de l'adolescent sera confisqué et un couvre-feu numérique sera mis en place au sein du foyer sur des horaires qui restent à définir. Et déjà, vous allez le voir sur cette question, les réactions sont contrastées. Écoutez Laurent Zamekowski, c'était ce matin sur RMC, il est le porte-parole de la PEP. Souvent, les parents sont dépassés par l'usage qui est fait par les jeunes des réseaux sociaux. Aujourd'hui, faire reposer tout sur la seule tête des parents me semble un petit peu illusoire et surtout peut-être un peu démagogue. Le deuxième volet, Loïc, de ce plan concerne la prévention, avec notamment des cours d'empathie dès la maternelle. Et c'est un dispositif qui est inspiré du modèle danois, qui est l'un des pays d'Europe au taux de harcèlement le plus faible. Ça consiste tout simplement à asseoir les élèves en rond et à les engager à parler de leurs émotions, de la façon dont ils se sentent le jour dit. Et grâce donc à l'expression de ces sentiments, l'empathie se crée et les enfants ont moins tendance à s'agresser pour tout et pour rien. Sur la même ligne, il y a également ce qu'on appelle la méthode de préoccupation partagée. Alors là, il s'agit de faire prendre conscience à l'élève harceleur de la gravité de ses actes au cours de différentes sessions de dialogue. Il y a d'ailleurs plusieurs établissements en France où cette méthode est expérimentée et les résultats sont vraiment encourageants. C'est le cas dans un collège tout près de Dijon. Écoutez le témoignage de sa conseillère principale d'éducation, Christelle Sidenier, qui constate réellement des changements au quotidien. Lorsque je reçois un intimidateur, je parle du fait. Voilà ce qu'il se passe. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu as vu? Ensuite, on va le conduire à partager notre préoccupation pour la cible et le dire qu'on est très préoccupé. Et est-ce qu'il s'est rendu compte lui-même qu'elle allait mal pour qu'il prenne conscience? Et lorsque l'intimidateur me dit oui, c'est vrai, effectivement, j'ai vu qu'elle n'allait pas bien, on peut se dire que déjà là, on a déjà presque gagné quelque chose. L'an dernier, 85% des cas de harcèlement ont été réglés en interne et donc cette méthode va être étendue un petit peu partout. Le gouvernement va également généraliser un questionnaire d'auto-évaluation que devront remplir les enfants. Avec une question centrale. Comment l'élève se sent-il au sein de son établissement? C'est un questionnaire qui a pour but de repérer plus discrètement le mal-être de certains et donc de leur donner toute l'attention nécessaire. Et puis il y aura la création également de brigades anti-harcèlement dans chaque académie. Elles seront composées d'enseignants référents, d'élèves ambassadeurs et de spécialistes comme des psychologues ou d'anciens professeurs qui s'engagent sur ces sujets. À savoir enfin qu'un temps de sensibilisation sera organisé le 9 novembre prochain dans tous les établissements de France et qu'une campagne de communication à destination des enseignants, des parents, des académies, des policiers
et des magistrats sera mise en place. Il s'agit de ne plus relativiser la parole des enfants et de prendre au sérieux les alertes qu'ils formulent. Du côté de la justice, justement, le gouvernement veut instaurer une meilleure transmission des dossiers pour une intervention et surtout une condamnation plus rapide des harceleurs. D'ailleurs, on a appris ce matin l'interpellation de 2 lycéens à La Roche-sur-Yon. Ils ont été d'abord convoqués dans le bureau du proviseur et c'est là qu'ils ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir violenté une autre élève dans les toilettes de l'établissement et une suspicion de harcèlement est en cours de vérification. On termine avec cette campagne contre l'alcool chez les jeunes qui fait polémique. Oui, je vous propose de découvrir l'un des clips de cette campagne et puis on en parle après. Voilà, raccompagner tes potes s'ils ont trop bu, c'est la base. Garder un œil sur tes potes en soirée, c'est la base. Ou encore boire aussi de l'eau quand on consomme de l'alcool, c'est la base. Oui, sauf que pour les associations de lutte contre les addictions, eh bien, aucun de ces clips, aucun de ces visuels n'évoque les risques de l'alcool pour la santé. Ils donnent simplement des principes pour mieux gérer, mieux appréhender, mieux vivre la consommation d'alcool. Ils ne disent pas qu'il ne faut pas boire, ou en tout cas avec modération. Bernard Basset, qui est médecin et président de l'association Addiction France, a déclaré sur France Inter ce matin « Il y a des messages qui peuvent être mal interprétés car ils sont ambigus. À partir du moment où on boit de l'eau, ce n'est pas très grave de boire beaucoup d'alcool. C'est l'ambiguïté du message qui interroge. » Voilà, et cet avis est largement partagé. C'est donc un flop pour cette nouvelle campagne. Oui, en effet. Merci beaucoup, Loïc. Une écologie souveraine, juste et compétitive. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce lundi pour accompagner plusieurs annonces afin d'endiguer une baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Objectif, 55% à l'horizon 2030. Ce n'est pas rien. Et 2030, c'est surtout l'avenir de vos enfants, de nos petits-enfants. Alors, quelle nécessité d'embarquer les jeunes citoyens dans ce plan de transition énergétique et climatique? On en parle tout de suite, c'est la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Jean-Marc Dulézy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Commission du développement durable et aménagement du territoire et député des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme doit examiner la requête de 6 jeunes Portugais qui mettent en cause leur pays et 32 autres États. Je vais en citer quelques-uns, mais il y a notamment évidemment la Russie, la Turquie, la Suisse, les membres de l'Union européenne, la Norvège, le Royaume-Uni, pour leur incapacité conjointe à réduire les émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'accord de Paris qui avait été signé donc en 2015. C'est une audience absolument hors norme que la Cour européenne des droits de l'homme s'en mêle. C'est susceptible évidemment de marquer l'histoire. Un petit mot, qu'en pensez-vous ? D'abord, c'est une jeunesse qui se mobilise, qui se mobilise pour la planète, pour la protection de la planète. Et donc, c'est un message que nous devons être en capacité d'entendre, à la fois en France, mais aussi au niveau européen, au niveau mondial, de sorte à ce qu'il y ait des efforts beaucoup plus importants qui soient faits dans cette protection de la planète, de la biodiversité, dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Et humblement, c'est ce que nous tentons de faire avec justement la planification. Ils sont âgés de 11 à 24 ans. 24 ans, on peut l'imaginer, on est déjà majeur, on a a priori, je l'espère, voté. En tout cas, 11 ans, ce sont des jeunes, des enfants, j'allais dire, très engagés, qui viennent d'arriver au collège. Qu'est-ce que vous pensez de cette génération climat, ces jeunes générations climat? Est-ce qu'ils vous étonnent déjà par leur engagement? Alors, ils m'étonnent, oui, mais c'est des jeunes qui doivent aussi... c'est un message qu'on doit être en capacité d'entendre parce qu'on a un changement de paradigme. On a une jeunesse qui veut se mobiliser, on a une jeunesse qui veut des actions, qui veut s'engager sur le terrain très concrètement pour que la planète, l'état de la planète s'améliore. Et donc nous, politiques, on doit être en capacité d'entendre ce message et d'accélérer la transition écologique, la transition énergétique de notre pays. Pourquoi paradigme ? Parce que on a tendance au niveau mondial à avoir pris beaucoup de retard
sur la transformation de notre société, notamment sur notre capacité à sortir du charbon. Et je dis bien au niveau mondial, parce qu'au niveau français, on est bien engagé sur cette dynamique-là. Mais quand vous voyez certains y reviennent en Europe. Quand vous voyez que l'Allemagne réouvre des centrales charbon, ça doit forcément nous interpeller. Quand vous voyez la dynamique portée par la Chine, portée par la Russie, qui n'est pas forcément tournée vers la protection de la planète, vers la protection de la biodiversité, eh bien oui, je dis qu'il y a un changement de paradigme qui doit s'opérer au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial. Est-ce que ces jeunes ne sont pas finalement vos meilleurs ambassadeurs ? Alors après, on pourra aller vers les critiques que certains font par rapport à Dernière Rénovation, par exemple, ou d'autres qui jettent de la peinture sur des œuvres d'art et autres pour pouvoir alerter l'opinion. Mais je parle dans la globalité, évidemment, de ces jeunes qui s'engagent. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi cet effet-là pour que les citoyens, dans leur ensemble, prennent vraiment l'urgence, la responsabilité de l'urgence ? Quand un jeune s'engage, c'est forcément des parents qui sont interpellés, des grands-parents qui sont interpellés. Donc c'est toute une société qui est en capacité aussi de se transformer. Et ce message-là, effectivement, il doit être entendu au plus haut niveau. Et donc c'est forcément des ambassadeurs, des travaux que nous pouvons aussi mener à l'Assemblée nationale, même si ces jeunes-là, et c'est normal, sont très exigeants. C'est-à-dire que par exemple, on va parler de la planification écologique. J'ai déjà discuté avec un certain nombre de jeunes qui me disent « Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas plus loin ? Pourquoi est-ce que vous n'accélérez pas ? Pourquoi est-ce que vous n'interdisez pas, par exemple sur le glyphosate, on a peut-être l'occasion d'échanger. Pourquoi est-ce que vous n'interdisez pas, notamment sur ces sujets-là, tout de suite ? Il y a un principe de réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un marché qui est ouvert avec des distorsions de concurrence. Si vous interdisez trop rapidement ici au niveau national et que dans d'autres pays, vous autorisez tel ou tel produit, et à partir du moment où le marché est ouvert, eh bien vous avez des distorsions de concurrence qui créent, en fin de compte, une baisse du marché français. On le voit notamment sur l'agriculture. On a interdit en France un certain nombre de produits phytosanitaires, c'est très bien, sauf que d'autres pays permettent d'utiliser ces produits-là au niveau agricole. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc il ne faut pas le faire ici ou il faut le faire ailleurs ? Non, ce que vous dites ? Moi ce que je dis c'est que notamment sur le glyphosate, on a un débat très important au niveau européen. L'Union européenne, dans le cadre d'une réglementation, veut réautoriser pour 10 ans le glyphosate. Au niveau européen, il faut absolument interdire le glyphosate de sorte à ce qu'on évite ces distorsions de concurrence et qu'on évite par exemple que la France l'interdise en France, au niveau national, et que d'autres pays continuent à l'utiliser, parce que ça crée des facilités et donc forcément des distorsions de concurrence d'un pays à l'autre. Ça, le glyphosate, c'est quand même la mesure de base. Lorsqu'on fait référence effectivement à la différence entre ce qui se passe en France et ailleurs, on pourrait aussi, et d'ailleurs Emmanuel Macron en a parlé ce lundi, parler du tarif des billets d'avion, qui, quand on le voit avec l'inflation aujourd'hui, donne un écart pour les Français qui est terrible. Cette inflation est très marquante, les billets d'avion ont augmenté. Alors, peu de personnes, malheureusement, ont la possibilité de se déplacer, mais enfin, certains ont nécessité de le faire, notamment professionnels. Pourquoi expliquer cette différence de choix entre la France et l'Europe ? Moi, j'assume complètement le fait que le billet d'avion soit cher. Il faut qu'il continue à augmenter, puisque j'ai fait partie de ceux qui ont augmenté ce qu'on appelle la taxe Chirac, ce qui permet justement d'engranger des revenus pour aller financer la transition écologique. Et donc moi, je pense qu'il faut continuer à augmenter ce billet d'avion, en particulier pour les classes affaires, et travailler au niveau européen de sorte à ce qu'on évite d'avoir des billets d'avion qui soient trop bas. En particulier lorsque vous voulez faire, je prends l'exemple d'un Marseille-Rome, vous pouvez partir à 20 €. C'est pas normal qu'on ait ces tarifs si bas. Donc, d'autant que les billets de train sont toujours aussi chers. Exactement. Alors comment expliquer ça ? C'est à vous aussi. Oui, bien sûr. Donc dans dans ces cas-là, il faut investir massivement dans le ferroviaire. C'est ce que nous faisons notamment sur ce qu'on appelle les services express régionaux métropolitains, le plan de régénération du réseau, parce que c'est ce qui fait aussi que les prix du billet sont chers. Et à côté de ça, il faut continuer à augmenter les taxes, et je le dis, même si ce n'est pas populaire, sur les billets d'avion, de sorte à ce qu'on évite ces inégalités tarifaires entre ces deux modes de déplacement. Jean Jouzel, qui est l'ancien vice-président du GIEC, donc climatologue, dit qu'il y a des objectifs ambitieux à l'horizon 2030. 2030, je rappelle que c'est vraiment demain, c'est dans 7 ans. Et je dois vous avouer être incapable de vous dire si les mesures mises en œuvre nous emmèneront vers ces objectifs. Est-ce que ça ne risque pas, encore une fois, d'être pour les générations futures tout ça ? Et encore, je dis génération future, je devrais dire génération présente.
Pour que tout le monde comprenne, l'objectif, c'est 2030, moins 55% de gaz à effet de serre et 2050, la neutralité carbone. Moi, je crois dans le travail qui a été mené avec le gouvernement dans ce qu'on appelle la planification, donc le fait de pouvoir travailler sur chaque secteur qui, justement, émettent beaucoup de gaz à effet de serre, je pense notamment au transport, et que nous puissions regarder secteur par secteur comment diminuer ces gaz à effet de serre. Et donc, dans le cadre de ce plan, moi, je crois au contraire qu'on est en capacité de pouvoir atteindre cet objectif de moins 55% en 2030 et la neutralité carbone en 2050. D'autant plus que nous y mettons les moyens dès cette année avec 40 milliards d'euros spécialement alloués à la transition écologique. Et les 8 membres de la commission développement durable du groupe LR, les Républicains, donc, ont rédigé un courrier pour demander la mise en place d'une mission d'information sur le suivi des objectifs climat. Est-ce qu'il y a une nécessité de plus de transparence réelle sur les questions écologiques, notamment envers les jeunes? Mais j'allais dire envers les jeunes, oui, parce qu'ils sont censés être ceux qui sont les plus préoccupés, mais en fait, tous les Français sont préoccupés et tous les Français sont dans cette volonté d'exigence de transparence. Bien sûr, surtout qu'en tant que parlementaire, notre rôle, c'est aussi de faire le contrôle de l'action du gouvernement, donc notre responsabilité. Vous pouvez le faire à la fois en tant que président de la Commission du développement durable et député? La réponse est oui, puisqu'on est en capacité de lancer des missions de contrôle, des missions d'information. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je pense qu'il faut arriver à suivre justement ces accords internationaux, mais nous devons être en capacité, justement, pour répondre à la critique de Jean Jouzel, qu'on doit être en capacité d'entendre aussi, de pouvoir suivre aussi la planification écologique, de sorte à ce que nous soyons très transparents vis-à-vis des Français et que nous montrions tout simplement que cette planification, elle est juste et elle est pertinente. Quand on voit par exemple, alors je déborde un petit peu, mais à Paris, l'organisation, la RATP du métro parisien qui n'est pas du tout efficiente et les JO arrivés, comment on peut imaginer, quand on parle d'écologie, de gestion des transports, que cela se fasse dans de très bonnes conditions d'ici à 7 ans? Moi j'ai confiance dans la capacité de la RATP de pouvoir répondre à l'enjeu des JO. On voit une Coupe du Monde de rugby qui se passe très bien. La France montre au niveau international sa capacité à pouvoir organiser des grands événements et donc nous serons prêts lors des JO pour répondre aux enjeux de déplacement des supporters mais aussi des sportifs. Je le disais, vous êtes député des Bouches-du-Rhône, vous êtes aussi président de la commission du développement durable et aménagement du territoire. Dépasser les clivages gauche-droite, est-ce que c'est possible quand il s'agit d'écologie? Est-ce que réellement vous arrivez à avoir des discussions qui sont intéressantes et qui font avancer le débat avec tous les membres de l'Assemblée? Je dirais que oui, pour simplement illustrer cela, j'ai porté une proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains, donc le déploiement des trains du quotidien, qui a été voté à l'unanimité. Donc ça montre aussi notre capacité de pouvoir travailler ensemble sur des objets très concrets qui permettent justement d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Après, je n'ai pas à vous cacher que et pour revenir à des objets un peu politiques, entre une gauche qui prône toujours plus d'interdictions, toujours plus d'impôts et moins d'incitations et quelques personnes à droite qui remettent en cause même les travaux du GIEC, moi je pense qu'il y a un chemin à tracer d'une écologie à la française, une écologie des territoires. C'est une écologie qui est en capacité de projeter le pays sur les objectifs que je vous ai cités tout à l'heure, d'avoir une politique très incitative permettant de relancer aussi notre industrie. Alors pas une industrie du XXe siècle, mais une industrie basée sur l'industrie verte, l'industrie décarbonée, de sorte à créer des emplois et que cette écologie elle ne soit pas punitive et qu'elle puisse embarquer le maximum de nos concitoyens parce que derrière la jeunesse qui souhaite des mesures fortes, il y a aussi une population française que nous devons embarquer, que nous devons absolument convaincre sur cette nécessité d'avancer sur l'écologie. Il y a une dichotomie entre la faisabilité et la réalité. Lorsqu'Emmanuel Macron, et vous, je vous entends tout à fait avec vos propositions, mais lorsque vous dites on a une planification, on a un plan, on a une vraie volonté donc de faire avancer les choses, et en même temps, Emmanuel Macron dit lui-même que finalement, on peut ne pas changer nos modes de vie. On peut ne pas bouleverser nos habitudes. Comment est-ce possible? C'est juste un plan technique qui va s'œuvrer. Est-ce que c'est possible? Je ne crois pas que le président de la République ait dit ça parce que forcément, il en a conscience qu'on va changer
forcément nos modes de vie. Je vous donne 2 exemples. Lorsque on lance le plan de covoiturage pour que justement on puisse optimiser le nombre de places dans les voitures et qu'on limite l'utilisation de la voiture, forcément vous changez votre mode de vie. Lorsque vous déployez le leasing social, la voiture à moins de 100 €, forcément vous changez votre mode de vie. Lorsque vous déployez ma proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains, c'est forcément un changement de vie parce que vous allez laisser votre voiture au garage et vous allez utiliser le train. Donc vous voyez, c'est des exemples qui montrent que forcément, pour arriver à atteindre nos objectifs, oui, et je l'assume, et il faut le dire aux Français, il y a un changement de vie, mais un changement de vie qui n'est pas forcément négatif. Ça peut être aussi un changement de vie qui est vertueux. Vertueux, c'est certain, mais est-ce qu'il peut ne pas être coûteux pour les familles françaises? C'est une très bonne question. Ça pose la question d'une écologie qui soit populaire, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir accompagner ceux qui ont le moins de moyens dans cette écologie. Lorsqu'on lance la voiture à moins de 100 €, ce fameux leasing social, c'est justement pour travailler sur cette acceptabilité. Par contre, lorsqu'on décide de taxer plus, notamment les billets d'avion sur les classes affaires, mais ça veut dire que ceux qui ont les moyens vont devoir contribuer un peu plus au financement de la transition de l'écologie. Alors évidemment, on ne va pas parler des gens qui ont les moyens, des riches. Finalement, on va s'intéresser à la classe moyenne et évidemment les plus défavorisés. On parle de ceux qui peuvent prendre un billet d'avion peut-être dans l'année ou en tout cas essayer avec leur famille ou sinon qui ont des besoins pour leur travail de se déplacer. C'est à cela aussi que l'on s'adresse, vous et moi, lorsqu'on en discute, lorsqu'on en parle et qu'on échange de cette problématique de la réalité du quotidien. C'est de se dire à un moment, si l'Europe en face, les pays en face ne font pas l'effort, pourquoi nous, Français, nous devons le faire? C'est la question que j'ai beaucoup revue, c'est pour ça que je me permets de vous la poser lors de mes recherches sur l'écologie et sur la réaction des Français après l'allocution du président. C'est une très bonne remarque et qui montre justement qu'on doit aussi avoir une politique beaucoup plus ambitieuse au niveau européen, pour que tous les objectifs qu'on met en place, nous, au niveau national, puissent s'appliquer aussi au niveau européen, à la fois sur le sujet de la décarbonation, à la fois sur le sujet des billets d'avion. Et à côté de ça, on ne doit pas oublier les classes moyennes en France, les classes populaires, notamment, comme je le disais, sur le sujet du leasing social, sur les RER métropolitains, mais aussi sur des choses très concrètes qui touchent le quotidien de nos concitoyens et en particulier nos jeunes. Lorsqu'on lance un plan pour rénover les écoles, c'est forcément des jeunes qui vont bénéficier, et c'est aussi les classes moyennes qui vont bénéficier des meilleures conditions possibles pour que nos enfants reçoivent une éducation digne de ce nom. Alors, le sujet de la voiture, évidemment, est un sujet très important, beaucoup parlé. Au moins 1 million de voitures électriques produites d'ici 2027. Ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes, à vouloir passer à l'électrique, et pas que les jeunes d'ailleurs, sauf que, évidemment, ils se retrouvent confrontés toujours au même problème, à la même réalité. Le premier, le principal, est celui du coût, déjà de la voiture, et puis le deuxième, du rechargement des voitures. On peut faire très peu de kilomètres avec une voiture électrique. Donc 2 objets, le sujet du bonus écologique et de la prime à la conversion. Donc un travail que l'on va mener dans le cadre du débat budgétaire. L'objectif est très clair, c'est que notamment des petits véhicules électriques, quand vous êtes jeune, moi ça a été mon cas par exemple. Vous avez été jeune ? J'ai eu un petit véhicule, c'est-à-dire un véhicule qui faisait autour de 800 kg, une tonne, parce que vous savez qu'on a le sujet aussi de la conception de ces véhicules. Et donc, dans ces cas-là, il faut absolument limiter le reste à charge. Et donc, l'objectif, c'est que nous puissions arriver à avoir des véhicules autour de 8-10 000 euros, de sorte à accompagner la transition écologique. Cela, vous travaillez avec les secteurs automobiles pour pouvoir réaliser. Comment réagissent-ils ? Ils sont prêts à travailler. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, surtout que, et ça aussi, je l'assume complètement, on travaille sur un malus au poids, c'est-à-dire à partir du moment où un véhicule est trop lourd, il sera taxé. Et on va cumuler ça avec le malus CO2. C'est pas pour embêter les constructeurs, c'est surtout pour permettre de changer la physionomie, le paradigme de conception des véhicules pour éviter d'avoir des véhicules trop lourds et donc trop chers. Et puis le deuxième sujet, et vous avez tout à fait raison, il faut améliorer et encore une fois améliorer le maillage des bornes de recharge au niveau national. On a bien avancé sur les aires de stationnement, les aires de repos, au niveau des autoroutes et tout ça, c'est très bien, mais il faut continuer en particulier dans ce qu'on appelle à Paris les territoires peu denses, les territoires ruraux qui ont besoin eux aussi d'un maillage très fin en matière de bornes de recharge. Un permis de conduire, ça coûte cher.
très cher et de plus en plus cher. Il est difficile à avoir d'ailleurs également. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un permis de conduire spécial pour les voitures électriques soit moins cher, moins coûteux? Alors j'ai beaucoup travaillé sur le sujet du permis de conduire puisque vous le savez, il y a quelques mois nous avons eu une réforme du permis de conduire. J'ai permis notamment à ce qu'on puisse passer le permis non plus à 18 ans, mais à 17 ans. 17 ans, à 17 ans, parce que malheureusement, au niveau européen, c'était pas possible. Mais c'est 16 ans avec le permis accompagné, c'est ça? Exactement. Où on peut l'avoir, oui. Exactement. Et donc, on a mis en place une plateforme qui permet justement de recenser toutes les aides permettant de limiter le reste à charge. Et moi, je suis plutôt favorable à pouvoir avoir, pourquoi pas, un jour, un permis spécifique pour les voitures électriques, en sachant qu'il existe aujourd'hui aussi un permis pour les voitures automatiques. Donc pourquoi pas encore. Mais quand vous dites pourquoi pas un jour, ça veut dire que c'est pas dans votre plan pour l'instant? Non, mais en fait, quand on y réfléchit bien, qu'est-ce qui changerait entre un permis pour voiture électrique et voiture thermique, en sachant qu'il existe aujourd'hui un permis pour les véhicules automatiques? Oui, automatique, non mais électrique, de façon à pouvoir motiver les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, en tout cas ceux qui passent leur permis, à pouvoir s'équiper en voiture électrique. Moi, je suis donc, prêt à motiver effectivement l'achat de voiture électrique. Je suis prêt à y travailler avec les jeunes, suivant les modalités qui pourraient nous proposer, donc je lance l'appel. Qu'est-ce que vont permettre les 13 premiers projets de RER métropolitain? Offrir des solutions de mobilité décarbonées à nos concitoyens et bien entendu laisser la voiture au garage, de sorte à ce qu'il y ait des alternatives dans les territoires. C'est un sujet pour le quotidien de nos concitoyens, mais c'est aussi un sujet d'aménagement du territoire, parce que derrière la construction de nouvelles lignes ferroviaires ou rénovation de lignes ferroviaires, c'est forcément aussi des métiers vertueux, et je compte aussi vous parler du sujet de la formation, parce que nos jeunes ont envie aussi d'avoir d'autres métiers, des métiers liés peut-être à l'industrie, mais tournés vers une industrie qui soit vertueuse, une industrie qui travaille vers l'avenir, sur la décarbonation. Et donc ça aussi, c'est des opportunités intéressantes pour nos jeunes. Quand on voit le manque de chauffeurs de bus scolaires, par exemple, ou les problèmes que l'on rencontre pour beaucoup d'élèves qui sont dans les territoires, comme on dit, donc dans les villages ou dans les villes un peu plus dispersées, la difficulté de se rendre notamment à l'école, est-ce que ces RER dont on parle, ces 13 premiers projets, ces 13 lignes, vont permettre justement d'arriver à enfin un maillage assez équilibré? La réponse est oui. Égalitaire. La réponse est oui, mais pas à court terme. Et ça, il faut être très clair avec... Combien de temps? L'objectif, c'est d'avoir au moins ces 13 RER métropolitains d'ici 10 ans. Donc vous imaginez bien que d'ici la rentrée prochaine, on n'aura pas des RER métropolitains permettant d'améliorer la mobilité pour aller en cours. En revanche, et vous avez raison de le dire, on a une difficulté sur l'attractivité des métiers des chauffeurs de bus. Donc on a permis, notamment dans la loi d'orientation des mobilités, d'abaisser l'âge justement pour passer le permis, mais on voit bien qu'on a des sujets liés notamment au salaire, à la rémunération de ces chauffeurs de bus, et donc il faut absolument travailler avec les autorités organisatrices de la mobilité pour que l'attractivité de ces métiers soit meilleure. Chauffeurs de bus qui sont des bus automatiquement, j'imagine, électriques? Alors pas automatiquement, parce que vous avez aussi des bus au biogaz, vous avez pourquoi pas des bus qui... Oui, de plus en plus verts. Voilà. Et je pense que les collectivités territoriales ont compris la nécessité, aussi pour améliorer l'attractivité des métiers, d'assurer la transition énergétique des flottes de véhicules. Quand vous parlez de formation, effectivement, des futurs entrants dans la vie active, on parle de formation donc d'école, de collège et de lycée, et donc d'orientation. L'orientation, elle est assez compliquée aujourd'hui. On voit bien que beaucoup d'élèves, d'enseignants également, de directeurs d'établissement se plaignent de la situation, et notamment du côté du lycée professionnel, où ils ont l'impression d'être le parent pauvre de l'éducation, de l'enseignement. Est-ce que, lorsque vous parlez de cette formation justement vers des métiers plus verts, il faudrait penser une orientation aussi qui soit choisie vers ces métiers-là? C'est indispensable d'avoir une approche globale, je dirais, du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur et jusqu'à la possibilité de travailler sur la recherche, sur les sujets du développement durable et de l'aménagement du territoire. Mais là où c'est essentiel, c'est de ne pas oublier notamment l'apprentissage, et l'apprentissage vers des métiers liés à la transition écologique. Et on sait que là, on a un potentiel assez important, notamment sur des sujets comme l'exploitation de la forêt. Comment est-ce que nos forêts peuvent être mieux préservées? Eh bien là, il y a des métiers d'avenir et nous devons absolument mieux structurer les filières et donner une visibilité beaucoup plus forte, non seulement
à l'ONF, à l'Office national des forêts, mais aussi aux écoles de formation. Donc ça veut dire c'est créer de nouvelles écoles, créer de nouveaux diplômes. Comment faire entrer justement ces étudiants dans ce système vert? Premier sujet, c'est le sujet d'attractivité. Il faut donner envie d'aller vers ces métiers-là. Et deuxième sujet, c'est être en capacité de mieux structurer les filières, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, à partir du moment où il n'y a pas assez d'attractivité, il n'y a pas assez de structuration de la filière. Et donc, si vous voulez, la possibilité de pouvoir évoluer, par exemple, dans les métiers n'est pas assez claire vis-à-vis de ces jeunes. Mais quand on parle d'attractivité, on parle très souvent, et on le voit dans l'enseignement, évidemment, de revalorisation salariale. Est-ce que là, ça l'est systématiquement dans tous les cas? Et auquel cas, est-ce qu'il y a un budget alloué spécifiquement pour les métiers dits verts, donc dits de demain? La réponse est oui, et nous aurons le débat dans le cadre du projet de loi de finances qui a été présenté aujourd'hui. Et donc, j'espère que, justement, nous serons au rendez-vous sur ce sujet qui est avec plaisir. Pour être très précis sur les différents métiers que pourront offrir effectivement à nos enfants demain. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc Zulési. Je rappelle que vous êtes président donc, de la commission du développement durable et aménagement du territoire et député des Bouches-du-Rhône. Merci. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT d'éducation, certains enfants ont des besoins spécifiques pour apprendre à lire, calculer, exprimer leurs émotions. Mais alors comment accompagner ces enfants dans leur développement? Comment tenir compte de leurs besoins, mais de tous les enfants aussi? On va en parler. La nouvelle collection Apprendre autrement vient d'être lancée par Nature et Découverte à la carte. Eh bien, vous allez trouver des activités ludiques et pédagogiques justement pour tous les enfants. C'est totalement inclusif et on va en parler avec Sylvie Bartoletti. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice recherche et développement chez Nature et Découverte. Oui. Merci d'être là. Et Béatrice Minette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychothérapeute et spécialiste en sciences cognitives. Oui, tout à fait. Merci d'être là. Vous parlez de neurodiversité. Je le vois à chaque fois dans les échanges et souvent dans vos papiers. L'accompagnement de tous les enfants grâce à cette collection, c'est très important. On parle des enfants qui ont besoin effectivement de jeux différents pour apprendre autrement. Mais finalement, ça se fait avec le concours de tous. C'est bien cela ? Oui, alors la neurodiversité, c'est l'idée finalement que nos cerveaux vont fonctionner de manière singulière. C'est un peu une évidence, mais qu'on a tous finalement des singularités dont il faut tenir compte pour être le plus efficace et en phase avec soi-même finalement. Donc il y a l'enfant qui sait ou qui sent qu'il est un petit peu différent, mais il y a surtout tout son environnement, la famille, et puis les accompagnants, que ce soit les enseignants ou simplement les jeux, ou donc justement les partenaires avec qui on peut acheter des jeux et trouver des jeux adéquats finalement. Jeux adéquats, parce qu'il était urgent justement de proposer des jeux adéquats. Les jeux finalement classiques qu'on trouvait, c'était des jeux qui ne correspondaient pas à des enfants qui... Non, ce sont des jeux qui peuvent correspondre, mais ça ne va pas être fluide. Donc les enfants vont pouvoir faire un peu quelque chose avec, mais c'est pas ce qui va leur correspondre le mieux finalement. Donc oui, ils ont des besoins spécifiques. Donc quand on parle de neurodiversité, souvent on a l'impression que on va parler d'enfants avec des pathologies. Et c'est pas forcément faux, parce qu'on va trouver les enfants dans le spectre autistique, les enfants qui ont un trouble de l'attention, mais tout ça c'est un spectre, donc il y en a qui ont des grands besoins et peut-être même jusqu'au handicap, mais la plupart d'entre eux sont des enfants, ça se voit pas. Et ils ont juste des petites singularités et il suffit de pas grand-chose pour les aider à être beaucoup mieux dans leur basket finalement. Chez Nature et Découverte, Sylvie Bartoletti, vous aviez envie évidemment d'ouvrir, j'imagine, la possibilité à tous les enfants de pouvoir s'adapter et jouer comme ils le souhaitent. Totalement, et du coup on a évidemment pensé cette collection du coup avec des jeux qui font appel au sens, à l'ouïe, au toucher, à la vue, qui évidemment aident aussi les enfants à apprendre par des chemins détournés. Et ça, c'était super important dans la sélection des jeux, jouets et livres que nous avons fait avec Béatrice, et qui justement propose une sélection qui va aider aussi les parents, des produits solutions pour les parents qui cherchent quelque part
des jeux, des méthodes éducatives qui restent ludiques pour rendre leurs enfants autonomes. Autonome, oui, et puis aussi pour jouer dans le collectif, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait avoir des enfants qui se sentent un peu exclus des fameux jouets en question et jeux, et pour autant, ça n'est pas des jeux qui ne sont pas faits pour les autres, c'est-à-dire qu'en fait, ça marche avec tout le monde, et l'idée aussi de ces enfants qu'on dit différents, c'est de pouvoir s'inscrire dans un groupe. C'est peut-être le collectif qui prime le plus. Oui, tout à fait, c'est le collectif, bien sûr, parce qu'on est des animaux sociaux, hein, si on peut parler d'animaux pour les êtres humains, mais on a besoin de la vie en société, en communauté, et si vous êtes un peu singulier, exclu dans l'école pour un enfant c'est tout son monde finalement. Et donc ce qu'on sait aujourd'hui quand même, et moi ce que je trouve merveilleux, c'est que un jouet, un jeu, un outil, même un outil pédagogique pour un enseignant qui est bon pour un enfant neurodivergent, est bon pour tous finalement, et qu'à un moment donné les enfants, on parle parfois de neurotypiques, c'est pas un joli mot mais c'est pas grave, ça pose l'idée, eh bien vont se l'approprier aussi et ça va les aider. Bien sûr. Alors, c'est ça qui est chouette. Parce que certains enfants ont des difficultés d'apprentissage de lecture, mais ne sont pas forcément des 10, mais du coup, ils vont profiter des mêmes outils que ceux qui peuvent être proposés aux 10, ou des difficultés d'attention, de concentration, comme de nombreux enfants peuvent avoir et qui n'ont pas forcément on va dire, de troubles. Et oui, surtout ceux qui sont confrontés aux réseaux sociaux et aux écrans de plus en plus. Mais alors là, on a justement un outil magnétique idéal pour mettre en place une routine et développer l'autonomie. Ça s'appelle Ma Petite Routine. Racontez-moi comment il a été pensé celui-ci. Alors celui-là, il est pensé parce qu'on a un certain nombre d'enfants qui luttent un peu avec la temporalité, on va dire comme ça, pour qui le temps est un peu élastique. Vous savez, on dit, voilà, on va partir dans un quart d'heure, et puis un quart d'heure avant de partir, vous avez votre enfant qui d'un coup dit, maintenant je vais faire un gâteau. Donc il n'a pas la notion qu'en un quart d'heure de temps, ça ne rentre pas. Donc, j'ai l'impression que c'est moi. Quand je suis en retard, c'est exactement ça. Voilà, ça ne rentre pas au dernier moment, par exemple, et c'est aussi une très grande efficacité. Mais non, pour aider les enfants quand même à s'organiser et à développer une routine quotidienne sur les activités fondamentales. Hein. Le dernier moment, c'est quelque chose de très très efficace aussi. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce tableau est très très chouette parce que d'abord, l'enfant se l'approprie. C'est ludique parce qu'il y a des petits dessins, c'est magnétique, donc il va poser les petites étiquettes magnétiques sur le tableau, et donc ça lui fait un peu un mémo pour se souvenir de ce qu'il a à faire et de ne pas oublier et de rester un peu comme ça dans son. Et puis ça peut être rassurant aussi pour lui. Et c'est rassurant de savoir aussi, que cette étape-là, il doit faire cette activité. Et puis c'est rassurant pour les parents aussi, j'imagine, et j'imagine pour aussi un psychothérapeute, c'est-à-dire de pouvoir avoir l'échange, parce qu'on ne met pas souvent des mots sur ce que l'on ressent, mais tout d'un coup on peut mettre des images, des pensées. Je vois le lit, tout d'un coup on peut avoir un visage un peu triste ou un peu, et ça permet aussi d'engager une discussion. Exactement, ça permet tout ça, ça permet, comme le dit Sylvie très justement, de gérer l'anxiété des enfants, parce qu'ils se rendent bien compte que le temps est compliqué, ils ne savent pas le formuler comme vous l'avez dit, et d'avoir tout ça, ça donne un cadre, ça donne une routine et ça les sécurise. Les petites boules là, stressantes, les balles, elles sont belles. Oui, on a envie de malaxer, on a envie qu'est-ce qu'on en fait de ça? On peut se dire effectivement une balle anti-stress, on a tous vu ça, on a eu les fidget toys, les machins, enfin bon, ça c'est la tarte à la crème qu'on voit partout. Mais au-delà de ça, donc non seulement ils sont beaux, je trouve très très chouettes. Moi aussi j'ai trouvé, et en plus respectueux de l'environnement. C'est ça. Touché doux, mais fabriqué à la main. Pour certains enfants, vous êtes en classe et vous avez des enfants qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de faire autre chose. Donc il y a le dernier moment, puis il y a ceux qui sont plus efficaces en faisant deux choses en même temps finalement. Eh bien ces enfants-là, vous leur demandez de rester comme ça sans bouger, écouter la maîtresse, ils vont pas y arriver. Donc ils vont un peu se disperser, ils vont pas écouter, ils vont déranger le voisin, ils vont voilà. Simplement de pouvoir manipuler ça, et ceux qui ont un peu les petites aspérités aussi, c'est pas juste je le tripote, c'est ça stimule leur sensorialité et ça les oblige, si on peut dire, à rentrer en eux-mêmes et à écouter la maîtresse pour le coup. Donc ça facilite leur concentration et c'est assez magique. Je découvre les émotions, 10 activités autour des émotions. Alors on voit une roue des émotions, un tableau et des magnettes, le miroir, on voit les 7 flocons et des pompons, des cartes émotions et yoga. Racontez-moi, non pas comment ça se joue, parce que ça vous allez le découvrir en l'achetant tout simplement, chez Nature et Découverte, mais en quoi il est utile justement ce jeu? La gestion des émotions, c'est à peu près quasiment tous les enfants, mais encore plus les enfants qui ont peut-être plus de difficultés d'apprentissage et donc à vouloir
essayer d'exprimer ses émotions et ses ressentis vis-à-vis d'une difficulté ou d'un moment. Donc, il est vraiment pour tout le monde ce jeu, à la fois pour tous les enfants et à la fois pour les enfants qui peuvent avoir plus de problèmes. Ça se joue de 3 à 7 ans, c'est ça? On joue en famille aussi? Oui. Donc l'idée, c'est pas juste d'exprimer les émotions, parce que c'est de partager. C'est difficile parfois d'exprimer les émotions. On a des enfants qui sont plongés dans un kaléidoscope d'émotions. Donc quand vous en avez une, c'est pas toujours déjà simple de l'identifier et de la verbaliser. Quand vous en avez 10, laquelle je choisis, comment je fais, etc. Donc Mais on a tout le temps des émotions. Bien sûr, non? Bien sûr. Et on passe pas notre vie à les exprimer non plus d'ailleurs. Mais la question, c'est aussi de pouvoir les gérer. Et donc, on voulait pas juste faire des livres où on peut découvrir une émotion. La colère, c'est quoi? C'est quand tu tapes par terre, c'est quand tu deviens tout rouge. Donc là, on a la colère, le tout rouge au milieu. Mais il y a aussi justement les jeux pour savoir ce qu'on peut en faire, comment on peut justement un peu canaliser tout ça et repartir du bon pied. Les enfants qui viennent vous voir sont souvent volontaires ou accompagnés de leurs parents qui eux-mêmes sont complètement dépassés et démunis face aux émotions de leurs enfants. Alors, on a les deux. Bien évidemment, un enfant tout seul ne viendra pas me voir. Souvent, il y en a qui demandent, c'est pas vrai ce que je dis, il y en a qui demandent à venir spontanément. La plupart d'entre eux, c'est parce que les parents, les enseignants, l'environnement constatent qu'il y a un souci. Et à ce moment-là, l'enfant est d'accord pour venir. On les amène. Et au pire, on l'amène sous le bras le premier rendez-vous et après, à moi de jouer. Mais ils sont partants parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des choses à pouvoir faire. Vous faites des partenariats chez Nature et Découverte avec les établissements, avec les écoles, les régions et départements, parce que lorsqu'on voit l'éducation positive, inclusive, comme vous le faites, on pourrait se précipiter en tant qu'enseignant pour aller s'équiper. Bien sûr, on espère d'ailleurs. Et puis, quand on a lancé justement cette collection, on a fait appel à différents professionnels. On a choisi Béatrice pour nous accompagner et c'était justement pour ouvrir un sujet autant aux enseignants et aux gens qui ont besoin de ces jeux, mais particulièrement aux parents, évidemment. Nous, on n'a aucune prétention à travers cette offre à remplacer un professionnel de santé. Mais, et pour répondre à votre question de partenariat, pour le moment, on ne le fait pas. On en a fait quand on a justement développé une collection Montessori il y a quelques années. Et là, on lance le sujet, donc le prochain sujet, c'est certainement de faire des partenariats. Ah ben voilà, le sujet est lancé. Bon, ben, je vais finir en beauté. En plus, il y a l'étiquette qui va avec, donc c'est parfait, on est bon. Regardez, voilà, moi je mets le masque, j'ai les petits yeux, on est bon. L'image, on l'aura, mais ça, c'est pour rire, parce que sinon, l'avantage, c'est certainement celle-là. On peut aussi. Hein. En fait, le Bilibo, c'est un jouet. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, des fois, on me dit, mais ça ne sert à rien, cette chose-là. Non, ça ne sert à rien, ça sert à jouer. Donc, on peut le mettre sur la tête comme un casque. On peut mettre dedans des petits objets, les ranger, par exemple, les jolies choses que vous avez devant vous. On peut faire ses abdos. On a essayé. Oui. Parce que quand on tient comme ça. Exactement. On peut le mettre de l'autre côté et s'asseoir dessus. On peut se glisser dedans et se mettre comme ça. Et pour un enfant qui a des difficultés, souvent ils se mettent comme ça, ou même des fois ils se mettent la main sous le t-shirt pour retrouver leur sensorialité. Et bien ça leur offre justement un petit cocon sécuritaire. C'est pas juste un jouet qui ne ressemble à rien, mais c'est un jouet pour moi qui est vraiment extraordinaire et qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup les enfants. Ah ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été sur ce plateau. Merci pour à vous. Nous parler de cette collection qui s'appelle Apprendre autrement et qui donc vient d'être lancée par Nature et Découverte. Sylvie Bartoletti, merci d'avoir été avec nous, donc directrice recherche et développement chez Nature et Découverte, et Béatrice Millettre, merci également. Pardon ? Ravie. Ah ouais, ravie aussi. Merci également, psychothérapeute, donc spécialiste en sciences cognitives. Tout à fait. On en parle beaucoup des sciences cognitives, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Intéressez-vous de plus près et vous verrez combien c'est important. Merci d'avoir été là. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, son invitée est la Miss France 98, Sophie Tellman. Je ne lâche plus mon petit jouet. Il y a eu cette fameuse phrase, on en a parlé en début d'émission, avec Jean-Pierre Foucault, tu lui dis que tu aimerais prendre sa place. Comment ça s'est passé en coulisses à ce moment-là, l'horreur ?
L'horreur, parce qu'en fait, tu lâches ta phrase et là, tu te dis, ouais, je suis à côté de la plaque. Je retourne en coulisses et là, tout le monde te saute dessus pour te mettre ta nouvelle tenue, ta nouvelle coiffure. Oui, ça va très vite. Ça va très vite. Et je me vois le dire à la chef de Saint-Algue à l'époque, Cathy. Je dis, Cathy, je crois que j'ai dit une grosse bêtise. Ah ouais. Et je dis, je crois que j'ai dit une vraie grosse bêtise et tout ça. Elle me dit, je sais pas, j'ai pas entendu. Elle me dit, tu sais, nous en coulisses, on n'entend pas. Je crois que je suis morte. Et je pensais que c'était fini pour toi. Je pensais que c'était fini pour moi. Et au final, ça a été plus que payant. C'est ça. Ouais. Ça a fait qu'on t'en parle tout le temps pour toujours de cette petite phrase. Ton meilleur souvenir de cette année de Miss France? Il y en a plein. Hein. Je pense que c'est comme on n'en retient qu'un seul. Mon retour chez moi à Bar-le-Duc, forcément. Parce que tellement d'émotions. C'est en décembre. Ouais, décembre, c'est quelques jours après. Hein. Tu sais, puis moi, franchement, déjà, je voulais pas que mes parents viennent. Je pensais tellement pas gagner. Je leur avais dit, venez pas. Ma valise était faite. Si, ils sont quand même venus. Mais je veux dire, ma valise était faite. Dans ma valise, j'avais rien. Je suis revenue chez moi. Il faisait moins 12. J'avais un espèce de pull col roulé affreux. Les cheveux, mais horribles. Je ressemblais à rien. Et je me vois passer ma tête par la décapotable, faire coucou à tout le monde. J'ai l'impression d'être le Père Noël dans la ville. Et c'était hyper émouvant. Tu sais, tu pleures, t'as le nez qui coule, voilà. Et finalement, ça reste ton plus beau souvenir parce qu'il y a un tel élan, une vraie fierté aussi, parce que tu sais, voilà, t'as l'impression d'être un peu la petite princesse de ta ville et puis tout ce que ça engendre. Et ouais, c'est un très beau souvenir, ça. T'as passé une année avec Geneviève de Fontenay. Ouais. Comment ça s'est passé entre vous? Formidable au début, parce que la vraie fierté, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas une autre Miss Lorraine. Donc, elle est de Lorraine. Voilà, elle est de Lorraine également, donc elle était très contente. On a eu des super bons moments, on a eu vraiment beaucoup de choses qui nous ont rapprochés. Et puis après, il y a eu aussi des moments, des petites choses pour lesquelles on n'était pas forcément d'accord. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà mon caractère, je ne me laissais pas faire. Et donc, il y a eu aussi des frictions. Mais après, j'ai envie de dire, comme si c'était une maman, tu n'es pas toujours d'accord avec ta mère, avec tes parents, avec ta famille. Donc, du coup, c'est des choses naturelles, on va dire. Hein. On a appris sa disparition il y a peu, il y a 1 mois et demi. Qu'est-ce que tu retiens, toi, d'elle, aujourd'hui? Heureusement, les bons souvenirs, forcément, ces anecdotes, elle était drôle. Encore, elle avait de la répartie. Enfin, tu vois, elle était toujours joyeuse. C'est vrai que son énergie, surtout. Ouais. Parce que je me dis, mais comment elle faisait? Elle se faisait les kilomètres en talons, en chapeau. Parce que toi, elle conduisait, en plus. Elle conduisait. Avec les bons coups de volant. Elle avait, après, elle enchaînait, elle repassait les robes, on faisait les repas, on n'en finissait pas, elle dormait très peu, on renchaînait. Moi, je ne sais pas comment elle faisait finalement à l'époque, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Hein. C'est avec le recul qu'on se dit déjà... Jeune, c'est sûr que t'avais... oui, nous, on dormait dans la voiture, tu vois, on récupérait comme on pouvait, mais c'est vrai que je me disais, mais comment elle faisait? Donc, c'est tous ces moments-là que je retiens. Est-ce que l'expérience Miss France, c'est une expérience que tu conseillerais à d'autres jeunes femmes? Ah oui, c'est magique. Par exemple, si ta fille, elle te dit « je veux faire Miss France ». C'est différent. Ma fille, c'est différent. Aux autres, mais pas ma fille. Ma fille, c'est différent. Elle se ferait manger tout cru. Et puis, je pense que forcément, il n'y aurait pas de pitié. Et ce ne serait pas facile pour elle. Mais bien évidemment, parce que moi, je pense que toi aussi, on arrive là, on est une jeune femme. Moi, j'étais très timide. J'avais peu de confiance en moi. Du jour au lendemain, on te demande de prendre la parole. On a l'impression qu'on est un peu comme un homme politique, quelque part. Voilà, on doit porter position pour des choses bien précises. C'est pas évident. Donc, je trouve qu'on apprend à se découvrir. Et je trouve ça formidable comme exercice avec le recul. C'est de se dire ça va vite. En fait. Ça va vite. On gagne. On perd pas de temps. Et on a la chance derrière d'avoir... Tu t'es aussi engagée dans l'association ELA, avec l'association ELA, oui, à cette époque-là. Toujours. C'était important pour toi? Très. En plus, c'est vrai que le siège social est en Lorraine. J'ai été très touchée par ce combat. C'est vrai que les leucodystrophies, à l'époque, c'est des maladies dont on parlait très peu. C'est maladies neurodégénératives. Et du coup, le fait d'être confrontée à l'époque à un petit garçon qui avait 7 ans, qui était vraiment... magnifique, il avait des yeux bleus incroyables et
quand il est parti peu de temps après, on se prend une grande claque dans la figure et j'ai eu envie de forcément m'investir à leur côté. Et quand je suis devenue maman, ça a encore plus de sens à mon cœur. Donc du coup, c'est une association qui me tient... C'est une deuxième famille pour moi et je suis toujours à leur côté. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Sophie Thalmann pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Sophie. À demain. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. C'est-à-dire qu'on va essayer de penser non seulement l'établissement scolaire en fonction de ce que vous venez de dire, il faut qu'il y ait des élèves qui habitent pas loin, mais aussi dans ses liens avec le monde du travail, avec l'industrie, avec ce qui se passe après. Oui, et souvent les lycées, par exemple, ont des options, des formations qui sont en lien avec les spécialités locales. Pas toujours, mais ça peut arriver. Et là, ça dessine le territoire quand même. Il y a des territoires qui se sont spécialisés et qui ont développé des filières spécialisées en lien avec ça. Oui, à la fois pour permettre à certains élèves du coup, d'accéder à un emploi, à une formation qui soit en accord, en tout cas des opportunités dans son territoire proche, mais ça peut aussi être limitant parce que certains élèves du coup n'ont pas toutes les options disponibles dans leur territoire. Je prends deux dernières dates importantes. Les zones d'éducation prioritaire, ça c'est important aussi. C'est un moment où on dit la réussite d'un enfant, elle n'est pas seulement liée à son individu, elle n'est pas seulement liée à son milieu social. Il y a une notion d'environnement qui peut être favorable ou défavorable et tout ça est systémique. Donc ça c'est quand même un peu une approche de géographe aussi. Oui, aujourd'hui c'est plus ça existe. Ce sont des réseaux maintenant. Cette notion de ZEP, elle est restée très longtemps et souvent pour décrire les espaces les plus pauvres, ça recoupe les quartiers politiques de la ville souvent, avec cette idée qu'il fallait investir davantage dans les établissements qui concentrent les élèves les plus défavorisés. Et puis il y a les lois de décentralisation. Et oui, pour donner plus de compétences à différents échelons, que ce soit les régions, les collèges, les communes, tout le monde ne s'occupe pas des mêmes établissements scolaires et donc n'ont pas exactement les mêmes compétences, qui peut aussi entraîner certaines inégalités entre régions ou entre départements. Il y a un peu moins d'un tiers de femmes dans les écoles d'ingénieurs, c'est ça. Les écoles d'informatique ont quant à elles le plus souvent entre 5 et 10% de femmes dans leurs effectifs. C'est juste très très peu. Quelles sont les raisons d'un tel déséquilibre ? Alors, les filles abandonnent naturellement les maths et les sciences au lycée. Dès la seconde, elles le savent dès le collège, qu'elles ne vont pas continuer. Donc celles qui continuent, c'est parce qu'elles ont eu un soutien, soit directement de leur professeur, d'un CPE, d'un membre de la famille, d'une marraine. Elles bougent, qui s'est déplacée dans leur établissement ou qui est venue sur une des visites directement sur site industriel qu'on organise. Les filles, même si elles font des maths et des sciences, elles vont ensuite se diriger vers des écoles de commerce. Et même pour celles qui vont en école d'ingénieur, et c'est pour ça qu'on touche les étudiantes, c'est qu'elles ne connaissent pas les métiers de l'ingénierie ou technique post-diplôme. Georges Mayer, travailler sur le destin d'une personne, ça change tout, ça fait la différence. Alors c'est effectivement la spécificité de ce projet, c'est-à-dire que nous proposons à une classe, à des élèves, un enseignant et des élèves qui vivent aujourd'hui dans la ville ou le village où était né un déporté du convoi 77, que ce soit en France ou dans l'un des 33 pays de naissance des déportés du convoi 77. Nous proposons donc à cette classe de prendre la responsabilité d'écrire l'histoire, de reconstituer la biographie de cette personne en prenant en considération les archives que nous mettons à leur disposition, mais aussi en allant sur place, dans leur ville, dans leur village, rechercher les traces quand elles existent, mais si elles n'existent pas, cela a aussi une signification, de la personne sur laquelle portent leur travail. Et puis au-delà de la réforme du baccalauréat, le problème semble aussi remonter à la naissance. Vous le dites également dans cette interview, oui. Les jouets sont encore trop genrés. C'est quelque chose qui est encore très, très pesant dans les magasins, dans les grandes surfaces. Oui, à tel point que le ministère de l'Industrie, sous Madame Agnès Pannier-Runacher, et qui a été repris par Roland Lescure, a décidé de créer une charte des jouets à laquelle Elle Bouge et d'autres associations se sont joints pour demander
et aux fabricants de jouets, mais aussi aux distributeurs, d'arrêter de genrer le jouet scientifique. Donc là, on parlait vraiment du jouet scientifique. Vous allez prendre des Lego, construction d'avions, de bateaux, de navires. C'est bleu, il y a des garçons, il y a des flashs, et c'est dans les rayons bleus des magasins. Tous les ans, ils disent oui, on va faire un effort. On continue à avoir les rayons bleus et roses. Les filles, les Lego, c'est les petits chiens, la petite licorne, le carrosse. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a aucun parent qui va acheter ça pour son garçon et inversement. Donc, dégenrer le jouet scientifique ou le genrer filles et garçons. Mettre les deux à la fois, donner autant de chance à l'un et à l'autre de pouvoir jouer avec ça. Pourquoi on a fait ça? Parce que les prescripteurs d'orientation numéro 1, et puis je pense que vous le confirmerez, ce sont les parents, c'est le premier cercle, les grands-parents, les parrains, les marraines, les oncles et tantes qui achètent les cadeaux. Claire Podesy, ce qu'on comprend finalement avec Convoi 77, c'est que l'enseignement de la Shoah à l'école, dans les cours d'histoire géo, ne suffit plus. Les élèves ont besoin d'être plus en prise avec le réel. C'est pas forcément le réel, c'est avec une histoire sensible, je dirais. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Georges, le fait de travailler sur l'histoire locale, de redécouvrir le lieu que l'on parcourt en allant au collège et de voir qu'il s'est passé des choses, que les lois de Vichy d'ailleurs ont peut-être été appliquées différemment, que certaines personnes ont permis aussi de sauver et de comprendre que l'histoire n'est pas forcément téléologique, c'est-à-dire c'est pas une succession de causes et de conséquences, mais qu'on a aussi chacun une marge de manœuvre, parce qu'en fait ce qu'on vise aussi à travers ce projet, c'est pas de regarder ce qui s'est passé dans le passé seulement, c'est de construire une société et de faire comprendre aux élèves que certaines personnes ont pu, comme le montre Laurent Joly, des policiers, donner des outils à leurs agents pour défoncer les portes et arrêter les personnes. D'autres ont été prévenir. Et ça, à travers ce projet, on voit que localement, il y a eu des situations totalement différentes. Et donc, ce que ça donne, c'est pas... en fait, ça rend l'histoire vraiment très sensible. Des parents hélicoptères, ce sont les parents surprotecteurs qui surinvestissent la vie de leur enfant. Le terme est assez amusant. En réalité, il peut cacher une grande souffrance, aussi bien chez l'enfant que chez le parent. À quoi ça ressemble alors, le parent hélicoptère? Alors, on le reconnaît déjà parce qu'il plane littéralement au-dessus de son enfant en surveillant et en veillant sur lui, sur tous ses moindres faits et gestes. Alors, il connaît évidemment tous les enseignants par leur prénom, le planning des différents cours, le menu de la cantine et même le programme des manuels scolaires. Son hélicoptère mental est toujours prêt à décoller pour contrôler d'en haut ce qui se passe dans tous les domaines de la vie de son enfant en bas. Son mantra: où es-tu? Que fais-tu? Avec qui es-tu? Quand reviendrais-tu? Que font ses parents? Chez moi, ça s'appelle une mère juive, en fait. C'est un parent exigeant, perfectionniste, quoi. Évidemment, il vise la perfection, il veut le meilleur pour son enfant, donc la meilleure école, le meilleur prof, le meilleur stage de vacances, la meilleure marque de vêtements. Il veut qu'il réussisse partout, tout le temps, qu'il ne soit jamais dans des spirales négatives, qu'il soit toujours heureux et qu'il ne soit surtout jamais déçu. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe ses désirs, ses besoins et ses envies. Il le fait un peu à la place des enfants. Ça vient d'où, ce besoin de tout contrôler? Eh bien, en réalité, derrière cette tendance éducative se cache un vrai besoin de réassurance. Mais oui, parce que d'amour. c'est un grand anxieux. C'est un grand anxieux. Ce parent, il veut réussir absolument sa mission parentale à tout prix et il craint d'être un mauvais parent. Donc du coup, il a tellement peur qu'on lui reproche d'être négligent, voire d'être défaillant, qu'il se surinvestit et qu'il est hyper responsable vis-à-vis de cet enfant qu'il a désiré et programmé. Alors, en ayant l'illusion justement de tout contrôler, il pense être un parent parfait. Mais l'est-il? Bien sûr que non, ça n'existe pas le parent parfait. Oui, alors c'est crevant et justement, parfois, ça amène à vraiment de l'épuisement, voire du burn-out. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous suivre si nombreux. Vous nous écrivez, on vous répond. Canal 247 sur les Freebox, canal 217 sur les box Orange et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Je tiens à remercier toute l'équipe de School TV, en particulier celle du Grand JT. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Le son, c'est Maxence Mougin. Le maquillage, Laure Audemont. Et Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée. Ciao.
Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.